Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h. L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis. L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale. Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66. Par mail à l'adresse 94 degrés à l'ombre @protonmail.com ou par courrier à l'adresse Canal B, 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B. Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre. A tout de suite. Et vous êtes sur Canal B, vous écoutez 94 degrés à l'ombre. Bonjour à tous et à toutes, bonjour aux personnes qui nous écoutent sur Spotify. On vient de finir donc le moment dédicace de cette émission et donc on rentre dans cette deuxième partie d'émission. Mais pour les personnes qui vont nous écouter sur, je dis Spotify, mais sur toutes les plateformes voilà, de streaming, de podcast, vous pouvez nous écouter. Donc voilà, on va peut-être se représenter. À la base, 94 degrés à l'ombre, ça passe sur Canal B, qui est une radio associative rennaise. 94 degrés à l'ombre, c'est une émission à visée anticarcérale qui a pour but de créer du lien avec les personnes incarcérées et leurs proches, se faire le relais aussi de témoignages, de messages de soutien, d'actualité des luttes anticarcérales. C'est d'ailleurs là ce qu'on va s'apprêter à faire. C'est une émission qui est animée par des militants et militantes de divers horizons, mais en tout cas voilà, on se retrouve quand même autour d'une parole commune qui a pour but d'aller soutenir les personnes incarcérées. Que dire de plus? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui en studio, je suis accompagné par 4 belles personnes que je vais laisser se présenter. Salut, c'est Camille. Salut, c'est Orman. Et coucou, c'est Kali. Et moi, c'est Vitesse. Piou piou. Et à la technique aujourd'hui, c'est Gaspard. Donc voilà, on est bien évidemment ravis de vous retrouver. On a plein de points à aborder aujourd'hui. Ouais, totalement. J'espère qu'on aura le temps de tout faire. Du coup, je fais juste un petit ordre pour qu'on ait un peu un ordre d'idée. Une trame, Une trame, exactement. C'est le mot de ouf. Et du coup, on va parler de dimanche dernier, de ce qui s'est passé. On va vous laisser en enregistrement, voilà. Il y a un parloir sauvage qui a été organisé au CPF. Totalement. Et après, on va enchaîner avec des actus de la mort de quelqu'un à Vezin. On en parlera plus la prison de Vezin. Ouais, voilà, plus en détail. Donc le 1er mars, voilà. Après, on va enchaîner avec un témoignage de Norman qui va nous parler de plein de trucs et on va pouvoir débriefer de plein de trucs. Il y a plein de choses à dire, voilà. Après, on va essayer de pouvoir parler de la loi narcotrafic. Ensuite, on va vite fait faire un point sur l'attaque du Yarl sur la Free Party. Et après, rappeler le fait qu'on est en contact avec une avocate et que vous pouvez envoyer des questions. Et après, un événement du SPAR le 23 mars pour un groupe de parole face à la répression. Voilà. Du coup, on peut enchaîner. Ouais, ça va faire beaucoup de choses à dire, c'est trop cool. Du coup, là, on peut enchaîner directement. On était en duplex la semaine dernière, dimanche dernier, à un parloir sauvage qui est juste à côté de l'émission. C'est à la prison des femmes, donc c'est derrière, au sud de la gare de Rennes. Donc on vous laisse avec un petit duplex qu'on a fait sur place. C'est pas pour les avions, c'est pour cramer toutes les prisons. Vous avez dit quoi? Ouais, t'inquiète, une prochaine fois, avec plaisir. Yo. Salut tout le monde. Salut les petits loups. Salut. Bah c'est nous, hein. Mais cette fois-ci c'est différent, on est sur le terrain. Peut-être Tim, tu peux expliquer pourquoi? Ouais, bah c'est l'équipe de 94 degrés et on est au parloir sauvage du dimanche 9 mars. Et voilà, on essaye de vous donner plein de force. Ça a fait trop cool de pouvoir échanger un peu avec vous, même si évidemment il y a les murs et tout, mais juste de vous entendre et de partager ce moment-là, trop cool quoi.
et on espère que vous avez kiffé aussi. Pour donner un peu de contexte, on a vu qu'il y avait des affiches, je sais pas, il y a la Frappe apparemment qui a organisé ça, du coup on s'est dit bah tiens, on va venir en tant que reporter pour voir ce qui se passe sur le terrain, et en vrai grave cool, hein. Vous avez vu quoi, vous? Il y avait du fumier, je crois. Grave, parce qu'en fait nous on a eu un petit problème technique à la radio, on s'excuse en fait pour les auditeurs, qui n'ont pas pu, on n'a pas pu transmettre, mais des fois les petits soucis techniques, et en fait ça crée des opportunités, de ouf. On découvre des gens, on fait du lien et puis on partage avec vous qui est incarcéré, et puis on vous envoie de la force, un moment d'évasion, et on espère que le son qu'on va vous diffuser, on va essayer de tout vous envoyer pour vous apporter un sentiment de liberté, de légèreté dans ce monde carcéral qui a tendance à opprimer et à traumatiser les vies, à briser des vies et des destins. Et en tout cas, aussi un petit salam, une petite dédicace à toute la communauté musulmane qui fait le ramadan. De ouf, ouais. Et on sait que c'est particulièrement difficile, encore plus difficile à l'extérieur qu'à l'extérieur en fait, parce que le ramadan à l'intérieur, ça fait appel à toute sa foi en fait pour tenir le ramadan. En tout cas, force à vous, la communauté musulmane. Petite dédie spéciale au E2. Force à vous au E2. J'espère que vous vous ambiancez, que les portes sont ouvertes, que un vent de liberté souffle. Et je vais laisser un peu la parole aux autres. Voilà, c'est super, il y a des fumigènes, il y a une super banderole, il y a à manger. C'est quoi la banderole? Ah ouais, c'est vrai, elle dit quoi? Elle dit quoi Prison inhumaine et inutile, avec des grosses flammes. Waouh, ça claque de ouf. Il y a plein de super musique, on arrive bien à communiquer avec les prisonniers, vraiment c'est top. Ouais. C'est fou parce qu'on s'entend en fait, on arrive... Depuis le permis, on arrive à les voir et à s'entendre, à communiquer, à décider quelle musique on met, c'est trop bien. Ouais, et on a pu chanter avec vous des chants anticarcéraux, des slogans anticarcéraux, et ça c'est trop cool aussi. On est tous et toutes contre la prison, pour l'abolition des prisons, des lieux d'enfermement. Et c'est cool de pouvoir le dire, le partager avec vous et tout ça. De ouf. Et crève la tôle. Et moi je pensais même pas, qu'on allait pouvoir parler avec vous aujourd'hui, mais apparemment, je sais pas, on doit avoir le vent du bon côté, parce que nous, il y a des gens qui arrivent à prendre la parole avec un mégaphone et vous nous répondez, donc ça c'est un truc de ouf quand même. On arrive à communiquer, c'est rare de communiquer avec les gens en prison à part au parloir, quoi. Donc moi je trouve que c'est assez pertinent. Et aussi une petite dédicace personnelle à toi, Letty, qui m'entend forcément à travers les murs là. C'est cool de pouvoir presque te toucher du regard. Et en tout cas, bientôt tu seras dans mes bras, et force à toi, garde ça en tête et fuck la Heps. De ouf. Et puis pour les auditeurs qui nous écoutent, je pense qu'il y en aura d'autres des parloirs sauvages, ça se trouve l'année prochaine, soit ça se trouve dans un mois. On sait pas. On sait pas du tout, on verra. Du coup, on peut aller, peut-être il y a un compte Instagram du collectif qui organise ça, non? Ça doit être Frappe Rennes, je crois. F-R-A-P, Rennes, comme la ville. Et puis vous pouvez nous retrouver sur le Facebook, hein, on répète toujours 94 degrés à l'ombre, donc on repartage si on voit des trucs dans le genre. Il y a à manger, il y a plein de trucs, c'est convivial, on peut s'asseoir par terre dans les marches, bon c'est un peu gaze mais ça va. Et il y a la pluie qui vient de nous rejoindre, voilà. mais c'est cool quand même. Normalement ça joue pas sur le fait que vous nous entendez bien. Bon du coup je pense qu'on peut vous laisser, normalement vous aurez un rediffusé de la prise de parole, on l'a enregistré, normalement on espère que ça sera exploitable. Un petit mot pour la fin peut-être? Grosse force, gros bisous. Et nique la tôle. Trop bien. Mais grave. Et puis en tout cas profitez, savourez l'instant. On est là, on est au plus près de vous. Et Canal B, on sera dans les studios dès la semaine prochaine pour continuer notre mission anticarcérale et à vous apporter du soutien et de la force. De ouf. Salut. Pierre par pierre et mur par mur, nous détruirons toutes les prisons. Nous, c'est la Frappe, le Front révolutionnaire anti-patriarcal, et on est un collectif queer anti plein de trucs. Et parmi tous les trucs contre lesquels on se bat, il y a l'enfermement sous toutes ses formes. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour organiser un parloir sauvage. Hier, du coup, comme on disait, c'était le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. L'occasion de manifester pour rappeler que le patriarcat tue toujours et que les personnes sexisées doivent se battre pour obtenir des miettes d'égalité. Pourtant, encore trop de personnes sexisées sont absentes des combats féministes, invisibilisées dans les manifs et événements, comme les putes, les folles, les meufs et les transpédéguines incarcérées. À la Frappe, on porte un féminisme anticarcéral. On laissera personne de côté le 8 mars, ou aujourd'hui, ou comme tous les jours de l'année. La prison et toutes les formes d'enfermement en général ne sont pas des solutions. C'est un problème en soi,
un engrenage qui ne fait qu'aggraver ce qu'elle prétend réparer. À quel... À quel moment on peut se dire qu'enfermer des gens 1, 2, 5 ou 10 ans sans aide, sans accès à l'extérieur, sans rien, ça allait les changer et les empêcher de recommencer? À quel moment on a oublié que la majorité des crimes et des délits sont commis parce que la société c'est de la merde? C'est de la grosse merde! C'est de la merde! Que le capitalisme, le racisme et le patriarcat broient des vies et poussent les gens à agir comme ça. La société patriarcale, raciste et capitaliste, de toute façon, elle est seulement faite pour des bourgeois blancs 6-7. Ouais. Ah ben les bourgeois! Crève-gâteau! Les statistiques le confirment, enfermer des gens, ça fait pas baisser les crimes et les délits. Bref, ça résout rien de punir au lieu d'apporter des solutions concrètes à des situations matérielles de merde. Et donc, en plus d'être un système qui résout rien, le système carcéral reproduit les mêmes schémas de violence qu'à l'extérieur. Il y a des spécificités pour les meufs incarcérées. Elles sont pas moins exposées au patriarcat qu'à l'extérieur, avec le lot de violence des matons et les attentes genrées dans le comportement des détenus et dans les activités qui leur sont proposées. Ici, au cas où vous le sauriez pas, on est deux. Ok, plus fort. Ici, au cas où vous le sauriez pas, on est devant une des seules prisons centrales pour femmes de France et la plus grande d'Europe. Prison centrale, ça veut dire qu'au lieu d'être dans des quartiers pour femmes, dans des prisons pour hommes, avec moins d'accès à tout, la prison est entièrement réservée aux femmes. Mais comme c'est une des deux seules en France, c'est beaucoup plus difficile pour les proches de se déplacer, car ils doivent souvent faire des centaines de kilomètres pour venir voir leurs proches incarcérés. Contrairement à la plupart des mecs incarcérés, les meufs sont là pour des peines plus longues. Tout ça fait que les meufs sont souvent plus en situation de précarité et d'isolement. Et bon, on vous apprend rien, enfin j'espère, en vous disant que passer par la prison, ça brise des vies. Beaucoup de personnes incarcérées, et notamment les femmes, se retrouvent complètement seules parce que leurs proches ne veulent plus rien avoir à faire avec elles. Notamment leurs compagnons qui leur tournent le dos alors qu'à l'inverse, les compagnes, les sœurs et les mères répondent plus souvent présentes pour soutenir les mecs détenus. Une meuf, en même temps, c'est pas censé être violente, en colère et hors du cadre domestique. Alors forcément, quand elles commettent un crime et qu'il n'y a plus personne pour gérer les gosses et la cuisine, la sanction sociale, elle est vénère. Et ça, c'est quoi? C'est le patriarcat! Le patriarcat! Et c'est quoi le patriarcat? C'est de la merde! Bien au centre. Et pour les meufs trans, qu'elles soient incarcérées dans des prisons pour hommes ou pour femmes, elles sont souvent mises à l'isolement, car considérées comme dangereuses. Et aux violences patriarcales s'ajoutent des violences transphobes. Transphobie de merde! Et le racisme est toujours présent, à la fois dans la surreprésentation des femmes racisées et dans les violences racistes qu'elles subissent au quotidien. Bref. Raciste de merde! Je pense qu'on a assez parlé politique et que de base, nous, on est là surtout pour vous parler à vous et pour vous montrer qu'on vous soutient et qu'on vous oublie pas. Il n'y aura jamais de féminisme sans les meufs et les transpédéguines incarcérées. Et même si l'administration pénitentiaire, elle nous empêche de vous contacter comme on aimerait le faire, sachez qu'on cherche toujours des moyens pour vous aider et communiquer au mieux avec vous. Là, on va continuer à vous passer des super sons. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Et vous pouvez continuer à en proposer. Le patriarcat ne tombera pas tout seul! Organisons-nous pour lui péter la gueule! Attends qu'il pleure pour ses conditions! Une solution pour sa démission! Et nous allons poursuivre avec en fait un fait divers tragique en fait qu'on a appris qui s'est passé le début mars en fait au centre pénitentiaire de Bézin-le-Coquet, centre pénitentiaire que j'ai un peu côtoyé, que je peux témoigner en fait de ce qui se passe à l'intérieur parce que bon voilà, il y a des trucs très très suspects qui se passent au QD-QI. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont le QD et QI, en fait le QD c'est le quartier disciplinaire et le QI c'est le quartier isolement. C'est là où on peut en vrai appliquer toute la barbarie et puis en fait toute la violence que les surveillants veulent appliquer à des détenus en fait qui peuvent pas supporter ou qui veulent dénoncer des choses ou les raisons en fait elles peuvent être variées.
Mais en fait, la solution des surveillants est toujours la même, la violence, la barbarie, les coups, voilà. Et malheureusement, il y a un détenu qui est décédé au quartier QI. Il s'agit de, voilà, je crois qu'on peut donner son nom. Voilà, c'est Kevin Boudou. Donc voilà, il est décédé d'une manière très très suspecte parce qu'en fait, ils ont retrouvé en fait, après le corps a été extrait en fait de la cellule où il a été retrouvé. Voilà, des traces de coups en fait. Il a été roué de coups, tout simplement. Et voilà. Si on se suicide, telle est la thèse que l'administration pénitentiaire a un peu l'habitude. Voilà, c'est facile, c'est des raccourcis. Il s'est suicidé. Oui, bien sûr. Voilà, pas d'explication, c'est facile, et voilà. Donc non, il s'est pas suicidé parce que quand tu te suicides pas, tu te retrouves pas avec des coups partout sur le corps. Voilà, et nous allons aussi rappeler en fait, une affaire similaire en fait qui s'est passée le 9 mars 2020. Salut à toi Najette si tu nous écoutes. On n'oublie pas le combat. Les familles ont le droit de savoir ce qui se passe dans les quartiers disciplinaires. Totalement. Et Idir, il n'est pas oublié. On pense à lui et j'espère que la vérité éclatera. Et j'invite tous ceux, les détenus qui ont des informations, qui souhaitent aider les familles parce qu'il y a des mamans qui sont dans la douleur. Et on a besoin de tous les témoignages, donc écrivez, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous savez comment faire sortir de l'information sans que l'administration pénitentiaire soit au courant. Donc agissez, ça serait cool pour ces mamans. Du coup, vite fait, je me permets de couper parce que c'est une pensée aussi pour la petite Marlu qui est décédée au QD. Une petite brésilienne qui était partie en permission avec moi et qui est décédée au QD le 24 octobre, donc le jour de la libération d'Orman. Voilà, donc nous en tant qu'Oxy, on a été amenés à ramasser un peu de son sang et ça devrait jamais arriver ces choses-là. Donc il faut lutter tous ensemble et les filles soyez solidaires parce que plus vous êtes solidaires et plus vous survivrez longtemps. On vous souhaite tous des longues vies, plein de force. Ouais, faut les poucap ces surveillants. Donc partagez l'info, dénoncez les choses parce que ça peut plus durer. Stop. Pour enchaîner, je crois, Norman, tu as écrit un petit texte que tu voulais nous partager. Oui, alors un texte en fait aussi qui est un petit peu résumé, un condensé de la vie carcérale. Donc je peux me lancer. Vas-y, on t'écoute. L'oppression psychologique en prison, un silence coupable. Il y a une chose que ne vous lirez jamais dans la presse, une réalité que l'administration pénitentiaire étouffe, un mécanisme bien huilé pour te faire péter les plombs. Parce que c'est ça le but. Un système carcéral pensé non pas pour insérer, mais pour éteindre, pour te faire vriller dans ta tête. L'oppression psychologique est permanente, ce n'est pas une image, ce n'est pas une exagération. Chaque jour, la prison te rappelle que tu n'es plus rien, un numéro, un point mort, un déchet de la société. Et les surveillants dans tout ça, certains appliquent ce rôle à la perfection. Par leurs mots, leur humiliation, leur regard chargé de mépris, ils t'enfoncent toujours un peu plus. L'inhumanité y est chronique et la violence, qu'elle vienne d'eux ou des autres détenus, est une constante brutale. Le manque de tes proches est une douleur à laquelle on ne s'habitue pas. Même dormir en paix est un luxe. Ici, tout s'achète, même la tranquillité. Vous ne croirez peut-être pas, mais j'ai vu des cellules se vendre. Oui, carrément, on vend des cellules avec une fenêtre sur l'extérieur où tu peux faire genre un petit yo-yo tranquille. 2 000 €, c'est le minimum. L'économie souterraine de la prison est une réalité. Parce qu'en fait c'est une réalité, parce qu'on laisse pas aux détenus les moyens de vivre décemment, donc en fait les pauvres ils font comme ils peuvent. Hein. Tout simplement c'est de la survie. Voilà, donc ça il faut que ça s'arrête aussi. Une autre info aussi que je voulais partager, c'est que ton esprit en fait il se repose jamais. Même quand la porte elle est fermée et que tu crois que tu vas pouvoir te reposer tranquille dans ta grotte, non, ton sommeil est un combat. Certains dorment avec une fourchette en guise de protection. Une pensée à tous ceux qui sont en maison d'arrêt et qui vivent des conditions de détention inhumaines à 4 ou 5 dans une cellule prévue pour 2. Ça non plus, la France est condamnée assez régulièrement par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement inhumain. Et stop, pour le moment, il faut arrêter de vouloir payer. Et maintenant, il faut changer les choses. Une oppression psychologique calculée et assumée. Les surveillants de l'administration pénitentiaire savent parfaitement ce qui t'apporte un semblant d'apaisement. Ces petits refuges, ces rares instants où un détenu respire avant de replonger en enfer. Et c'est précisément là qu'il frappe. Le courrier, par exemple, c'est vital. Une lettre, une bouffée d'oxygène, un lien fragile avec le monde extérieur. Mais ici, il le transforme en instrument de torture.
3 mois pour recevoir une lettre. Ouais, 3 mois. Et encore quand elle arrive. Parfois, elle disparaît, détruite, parce qu'elle contient des mots qui dérangent. Une vérité que l'administration pénitentiaire ne peut pas censurer officiellement, parce qu'en vrai, tout est vrai. Donc, ils peuvent pas inventer des... Voilà, mais bon, ils détruisent, comme ça, c'est simple. Tes photos, bah pareil, déchirées, avec plaisir. Hein, quand vous rentrez de promenade, qu'on a cassé votre cellule, qu'ils n'ont rien trouvé, qu'ils ont le seum, parce qu'ils auraient bien aimé te péter et t'envoyer au mitard, mais qu'ils peuvent rien faire, bah, ils te déchirent tes photos. C'est un peu, voilà, c'est du freestyle de la haine. C'est de la torture. Voilà, donc c'est de la torture qui dit pas son nom, c'est de la torture blanche. C'est du psychologique. C'est pareil, les petits surveillants, là, il faut qu'ils arrêtent, tout simplement, parce que ça va mener à une guerre qu'on veut pas. Et voilà, stop. Donc ça, c'est une réalité. Il y a aussi, et ces disparitions. Parlons-en de ces disparitions, tes affaires qui disparaissent comme par magie de ta cellule, ça s'évapore. On sait en vrai qui te vole, hein. C'est la surveillance, encore une fois. Des paquets de tabac. Ma mère qui m'envoie, j'ai encore cette anecdote, qui m'envoie un carnet de timbres, disparu. La lettre arrive, mais jamais les timbres. En fait, il y a un petit surveillant qui s'est permis de se servir. Voilà, c'est des petits timbres gratuits au profit, sur le dos des familles. Cool. Moi, j'aurais dû faire surveillant, en fait. Hein. Je crois que j'ai raté ma vocation. Enfin, bref. Voilà, et puis la violence innommable, c'est une violence innommable. Qui contrôle soit, après tout, s'il veut se donner l'illusion de la maîtrise, bref, pourquoi pas. Mais quand t'as rien à cacher, que tu t'habitues même à ce viol quotidien de ton intimité, mais quand tu rentres de ta promenade et que ta cellule, elle est éclatée, qu'ils ont tout niqué dans ta cellule, tes affiches, elles ont été arrachées, tes affaires éparpillées, ton café, ton sel, bref, je te passe tout ce que tu peux avoir dans ton placard, tout ça c'est jeté au sol, comme de la merde en fait, comme si on galérait pas déjà à payer déjà les cantines. Non, en fait, voilà, parce qu'ils veulent faire de l'autorité, ils veulent faire contrôler, mais en fait ils peuvent pas contrôler normalement, ils sont obligés de tout jeter par terre en fait. Stop. Parce que en fait c'est de l'oppression carcérale, tout simplement, un harcèlement constant, méthodique, une machine qui broie lentement, insidieusement, une guerre psychologique où le but est simple: t'écraser, t'effacer, t'amener à ne plus être qu'une ombre. Ferme les yeux une seconde, imagine-toi enfermé entre 4 murs crasseux, sans horizon, sans échappatoire, l'oppression est partout. Elles ne se contentent pas de te priver de liberté, elles te privent pas uniquement de dignité ou d'humanité. Tout est fait en fait en pensant. En fait, c'est une pensée insidieuse, calculée, méthodique. Les fouilles, par exemple, les fouilles corporelles, je parle de ça. La Cour européenne des droits de l'homme a beau avoir poser des limites régulièrement et fustige la France en fait pour ses traitements inhumains au sein des conditions au sein des lieux de privation de liberté. Et voilà, en fait non, c'est à poil, tout nu, encore et encore. Pourquoi ? Parce que l'administration pénitentiaire a décidé que ça fait partie du rituel, que ça forge la soumission, ignorant toutes les directives de la Commission des droits de l'homme, où la France, comme je disais, elle paye, et croit qu'en payant, elle va faire fermer les yeux à tout le monde. Voilà, encore, ça c'est juste révoltant, mais bon, voilà. Bien sûr. Alors, on t'ordonne... oui, il y a aussi ces fouilles, parlons-en de ces fouilles. En fait, t'arrives voilà, ça peut arriver à tout moment, il y a un surveillant qui t'attrape dans la coursive, il dit, toi, viens ici, fouille, il te met dans un truc. On te dit, en gros, c'est, vas-y, dessape-toi, pas une fois, pas deux fois, c'est pas des fouilles... Voilà, ça n'arrive pas qu'une fois, en fait, c'est toujours les mêmes, toujours, on visite toujours les mêmes trucs, des fois, sans raison apparente, le mec il prépare pas une évasion, rien, c'est juste pour leur bon plaisir. Et puis ce qu'on entend, c'est juste dégueulasse, c'est des tourne-toi, tu obéis, le ventre serré, la colère en silence, écarte les jambes, tu obéis encore, parce que refuser, c'est risquer le rapport d'incident disciplinaire. Et là, la phrase de trop, fais le gorille. Ouais, c'est ces mots que j'ai entendus de la part d'un surveillant. Quand j'étais, je crois que je suis un animal de cirque ou un vulgaire primate sur leur projecteur. Comme si à cet instant, en fait, je n'étais plus rien d'autre qu'un bout de viande entre leurs mains. La rage me brûlait grave la poitrine à ce moment-là et j'ai senti un peu mes poings se crisper. Mais j'ai ravalé en fait mon dégoût parce que la prison, en prison, la moindre réaction était foutue. Alors quoi, c'est de la bêtise, de la jouissance, une vengeance. En vrai, voilà, je peux même pas le savoir parce que là, ça me dégoûte. C'est juste de la cruauté pure, gratuite, un plaisir pervers, avoir un homme brisé, et la nuit, parlons-en de la nuit.
On croit que c'est le seul moment, comme je disais tout à l'heure, où tu peux dormir, tu peux te reposer, voilà, il peut rien t'arriver. Bah non, foutaise en fait, parce que ici même le sommeil, ça se paye. Si un surveillant il aime pas ta gueule, et ben crois-moi que ils sont nombreux à avoir les têtes au sein leurs têtes en fait au sein des prisons. Ils ont leurs petits chouchous, les petits gens. En fait, c'est tous les gens qui peuvent les monter en l'air bien comme il faut dans les coursives. Bah en fait, eux ils leur font rien parce qu'ils savent très bien que la première remarque, premier truc suspect, le surveillant, lui, il y a des surveillants, il y a des détenus, ils en ont rien à foutre, ils te rentrent dedans. Et bah c'est pas eux qui vont faire chier, c'est toujours celui-là qui dit rien, qui est calme, qui pose pas de problème. Bah lui on va lui casser les couilles parce que il sera pas dans un rapport il va pas chercher, voilà, malheureusement c'est ça en fait, on s'en prend aux faibles. Oui voilà, et puis aussi quand ils veulent te faire craquer, ils trouvent d'autres moyens. On te coupe le courant, pas d'électricité, pas de lumière, pas de télé, pas de bouilloire, pas de café, si tant est qu'il te reste du café, après qu'il t'ait royalement pulvérisé ta cellule et tout balancé par terre. On te coupe les téléphones, tu parles avec ta femme, bip. Tu parles avec ton fils, bip. Avec ta mère, bip. Coupé. Pas d'explication, pas d'excuses. Juste, voilà. Et en fait, le texte, il continue parce que c'est tellement... bref. Il y a plein de choses à dire, je suis bien d'accord. C'est juste, voilà, qu'on est un peu serré par le temps et que je voulais aussi... mais voilà, parce que c'est révoltant, il faut que ça s'arrête. Tout simplement, cette administration pénitentiaire de voyous et de gangsters en uniforme. De ouf. Petite interlude, on vient de se rendre compte qu'on n'avait plus assez de temps, donc pour vous qui nous écoutez sur les plateformes, vous allez pouvoir nous écouter encore plus, c'est trop cool. Waouh. Parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on avait plein de choses à dire, mais sauf que la radio c'est pas illimité, on doit rendre l'antenne à 14h, du coup on a dû couper, Norman a un peu écourté sa prise de parole, donc ce que je te propose Norman c'est que tu peux continuer et puis après on enchaîne sur les autres points, comme ça vous qui êtes sur internet vous pouvez avoir toutes les infos, tout le texte, tout le temps que vous avez vous pouvez nous écouter, donc c'est trop cool. Bon, je te propose d'enchaîner, Norman. D'accord. Tu reprends ta prise de parole. Du coup, j'espère que vous avez compris ce qui se passait, quoi. Voilà. Donc, suite et fin de ce que j'ai évoqué à l'antenne tout à l'heure. Et puis, il y a ceux qui tombent, littéralement. Des détenus à l'agonie. Des mecs qui crèvent sous leurs yeux. Et personne ne fait rien. Ils attendent. Ils les laissent mourir. Des mecs trop faibles, trop détruits, trop abîmés par la prison. Ils suffoquent dans leurs cellules pendant que les surveillants circulent, font leur ronde comme si de rien n'était. Pas un regard, pas une once d'humanité. Parce que dans leur tête, un détenu en moins, c'est un problème en moins. Mais le pire, c'est la mort dehors. Parce que quand en prison, on t'apprend à vivre sans tes proches, à te contenter des miettes qu'ils veulent bien te donner à travers un téléphone, un parloir, une lettre qui arrive 3 mois plus tard ou pas. Mais quand l'un d'eux meurt, que tu n'as même pas le droit au dernier adieu pour t'extraire en justice, alors là ça bombarde. Hein. Là, ils te montent dans les véhicules à fond les caisses, gyrophare, et ça se prend pour Derrick. Mettre en œuvre pour que tu sois jugé, ça c'est pareil, il y a toujours condamné, puni. Il y a toujours du monde. Mais en revanche, pour t'amener à l'enterrement de ta mère, de ton père ou de ton frère que tu viens de perdre, rien, silence. Soudain, il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de procédures compliquées, des refus administratifs, j'en passe, des vertes et des pas mûres. On te refuse le droit de pleurer avec les tiens. On te prive du dernier regard, du dernier au revoir. J'ai vu ça se passer tous les ans, peut-être même plusieurs fois par an, mais c'est très 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 récurrent. Des détenus qui apprennent la mort d'un proche et qui s'effondrent, seuls dans un cachot qui pue la merde et la solitude. J'ai vu des hommes hurler leur douleur, frapper les murs jusqu'à s'en briser les phalanges, supplier pour une sortie qui ne viendra jamais. Moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi si cela m'était arrivé. Mais une chose est sûre, j'aurais repris perpète. Parce que ça, c'est au-delà du supportable. C'est une blessure qui ne cicatrise jamais. Alors oui, la prison punit, mais elle ne s'arrête pas là. Elle écrase, elle humilie, elle déshumanise et pousse à bout. Méthodiquement, volontairement, jusqu'à ce que la seule issue semble la folie ou la violence. Et pire, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Les médias, silence. Les politiques, silence. La société, silence. On m'a dit d'une personne qui m'avait relu un truc, il m'a dit ouais, c'est pas vraiment. Bah si, c'est silence, parce qu'en fait personne ne fait rien. Donc pour moi c'est équivaut à silence. On s'en fout en fait des détenus, des hommes, des femmes qui crèvent dans les cellules. Mais moi je refuse de me taire parce qu'en silence,
garder le silence et être complice. Et moi, je ne serai jamais complice de cette honte nationale. J'ai peut-être pas repris Perpète, mais je le dis franchement, comment rester humain dans un enfer conçu pour te détruire? Comment garder son calme quand jour après jour on t'humilie, on t'écrase, on t'arrache tout ce qui pourrait te donner l'illusion d'exister autrement que comme un matricule? Si je ne suis pas devenu fou, c'est parce que j'ai refusé de me taire. Je ne suis pas un mouton. J'ai refusé de baisser les yeux, de me laisser bouffer par un système qui n'a qu'un seul objectif, te briser mentalement, psychologiquement, moralement. Alors oui, j'ai parlé. Oui, j'ai dénoncé. J'ai exprimé ma colère et mon indignation avec mes mots, avec mes actes. Et ça les a rendus ouf. L'administration pénitentiaire et la justice française n'aiment pas les voix qui s'élèvent. Elles veulent des corps soumis, des esprits éteints, des ombres qui marchent en ligne droite et ferment leur gueule. Ils veulent des condamnés qui purgent leur peine sans faire du bruit, sans protester, sans respirer trop fort. Mais moi, j'ai refusé d'être un fantôme. Alors ils m'ont puni. Des rapports à la chaîne, en veux-tu, en voilà, des petites peines internes qui leur faisaient plaisir, du mitard, on t'ajoute des années de prison. Voilà, c'est ça la réalité. Mais surtout, on te ronge de l'intérieur, on t'écrase sous la paperasse disciplinaire qui t'isole et qui te coupe du monde, on t'enferme encore plus profond. Pourquoi ? Parce que j'ai osé dire non. Parce que j'ai osé dénoncer leur méthode. Parce que j'ai refusé de baisser la tête quand ils nous prenaient pour du bétail. Parce que j'ai levé la voix contre un système qui punit au-delà du jugement, qui condamne à mort, mentalement, bien avant la fin de la peine. Et après, ils s'étonnent que les détenus pètent les plombs. Sérieusement, tu passes des mois, des années à subir des humiliations quotidiennes, à voir tes affaires jetées, tes lettres détruites, ton courrier livré 3 mois plus tard ou jamais. Tu passes des nuits entières à être réveillé exprès juste parce qu'un surveillant l'a décidé. Parce qu'il a décidé que tu dormirais pas, tout simplement. Tu vois des mecs mourir sous tes yeux, des gars en détresse qu'on ignore tout. Ils crèvent, tout simplement, dans l'indifférence. Et on voudrait que tu restes calme. On voudrait que tu fermes ta gueule, que tu encaisses sans broncher. Non, je suis pas une machine. Que accepter l'inacceptable, non. Il voudrait que tu deviennes une carcasse vide qui subit sans un mot. Mais l'être humain n'est pas fait pour ça. À force de te priver d'air, à force de priver les détenus d'air, ils explosent. Quand un détenu frappe un mur jusqu'à s'en briser les mains, ce n'est pas de la folie. Quand un détenu hurle sa rage jusqu'à s'arracher la voix, ce n'est pas un caprice. Quand une mutinerie éclate, ce n'est pas une pulsion de violence gratuite. C'est une réponse à un système qui broie, qui torture et qui pousse à bout. Une réaction logique à une oppression inhumaine et incessante. On ne devient pas violent sans raison. On ne pète pas les plombs juste parce qu'on est en prison. On devient un monstre quand on nous traite comme des monstres, tout simplement. Et moi, j'aurais dû me taire, j'aurais dû fermer ma gueule et me laisser bouffer, accepter qu'on me prenne tout, même ma dignité, impossible, autant me flinguer. Alors j'ai dit non. J'ai refusé la soumission, j'ai refusé d'être ce détenu qui marchait droit, la tête baissée, résigné à son sort. J'ai conservé une certaine liberté de penser, même quand ils ont tout fait pour me l'arracher. Mais la vérité, ça leur a fait peur. Ça leur a fait tellement peur qu'ils ont préféré me rajouter des jours, des semaines, des années, des mois de sanctions, de détention, de condamnation. Des peines internes qui s'accumulent comme si ma révolte était une faute, comme si c'était moi le problème, et pas ce système pourri jusqu'à la moelle. Mais la vérité, c'est qu'ils ne veulent pas te réinsérer, ils veulent te punir, ils veulent t'humilier, ils veulent t'écraser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et quand un détenu pète un câble, quand il frappe, quand il se mutine, c'est la seule réponse qui lui reste. Parce que quand on t'étouffe, tu finis par te débattre. Parce que quand on t'humilie, tu finis par rendre les coups. Parce que quand on t'enlève tout, même ta dignité, alors il ne reste plus que ta rage. Et cette rage, ils l'ont créée. Ne vous demandez pas pourquoi les prisons explosent. Ne vous demandez pas pourquoi les détenus sombrent dans la violence. Demandez-vous plutôt combien de temps vous tiendrez avant de péter les plombs. Moi, j'ai tenu, mais à quel prix ? Waouh. Merci Norman. Merci Norman, ouais, ça applaudit dans le studio. Je pense qu'en plus ça doit faire écho à plein de gens qui nous écoutent. J'ai un peu bugué à un certain moment, mais c'est vrai que c'est encore très vif dans mon esprit.
Mais c'est important de le dénoncer parce que c'est inadmissible. En fait, on te fait péter les plombs au quotidien. Et en fait, à la moindre réaction, en fait, c'est comme si on te pousse à la réaction. Il y a un mec là, c'est comme s'il y a un mec là, il va venir sur ton épaule, il va te mettre des coups de fourchette comme ça, des petits coups de fourchette. Et il faut surtout pas que tu ouvres ta gueule. Parce que si tu ouvres ta gueule, c'est 4 ans, c'est 6 ans. Crises, voilà, c'est peine interne. Et quand vous êtes à la base rentré pour des petits trucs sympathiques, rien de fou, 4 ans, et qu'à la finale vous êtes condamné à des 16 ans, je suis désolé, il faut pas s'étonner que les gens ils pètent les plombs quand vous leur pétez leur vie comme ça. Non, je suis désolé. Moi, je considère qu'ils ont une grosse dette envers ma société, envers moi, je veux dire. Envers personne, ils me doivent des choses. On m'a volé 16 ans de ma vie. C'est énorme. Peut-être pas 16 ans parce que j'ai fait des conneries, j'assume, mais ça méritait pas 16 ans. Puis même les séquelles que t'as derrière. Oui, c'est sûr. Donc, Puis de ce dont tu parles, en fait, c'est vraiment, il y a de la torture qui dit pas son nom. Il y a des gens aussi individuellement, en fait, qui ont un pouvoir arbitraire sur toi qui est énorme. Et puis, tu mets le doigt sur quelque chose, c'est qu'à partir du moment où tu dis non, parce que c'est aussi le dernier truc qui te reste du l'humanité. Si tu as un peu de respect pour toi et ta personne, et c'est logique, c'est humain d'avoir du respect pour soi, c'est qu'on a une petite fierté qui nous rend, on refuse en fait d'être traité comme de la merde, tout simplement. Et c'est là où parce que c'est ça la vérité en prison, on est traité comme de la merde, on bouffe. Vous verriez les gamelles que j'ai vues, franchement, il y a même des surveillants, ils me disent oh là, c'est abusé. Mais quand tu vois des épinards froids avec 2 œufs et des gages en cellule, il va où l'argent ? L'argent du gouvernement qui est censé oui, on se dresse derrière de la réinsertion. L'argent, je veux dire, rendez-nous l'argent. Je veux dire, rendez l'argent aux sociétés qui sont, ou alors peut-être que c'est elles qui te le carottent, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un bis là-dessus, parce qu'il n'y a pas du tout le prix de l'assiette. Là, il est ridicule. Hein. Quand on a du soja et puis c'est du soja toute la semaine, allez, ça passe. Avant, on avait du poulet, on avait des trucs à manger un peu sympathiques. Mais petit à petit, en fait, ils te l'effacent. C'est juste que tu t'y habitues. Et voilà. Et le pire en plus, ce que j'entends de plus en plus, c'est qu'il y a une rhétorique qui est en train de se mettre en place, et depuis des années, c'est qu'on va te dire que t'es dans un hôtel, que c'est les vacances à la prison, et justement, c'est assumé. Moi j'ai l'impression qu'on met plus de thunes dans la prison, et on met des thunes, on met des thunes dans les cellules, on met des thunes dans de la répression. Exactement. Et on met de moins en moins de thunes dans ce qui va servir à, entre guillemets, la réinsertion ou au bien-être des détenus. C'est-à-dire que dès qu'on entend parler des massages de Kolantes qui a eu lieu en tôle, en fait, on va venir en parler dans les médias pendant des mois, des semaines, pour que derrière, nos gouvernements, en l'occurrence là, le ministre de la Justice, notre cher Darmanin, puissent aller... Enfin, ça sert d'argument pour aller retirer en fait des fonds à la réinsertion, à l'épanouissement culturel, etc. Voire même, en fait, je pense, les trucs de Kolantes, alors je suis pas sûr de ce que j'avance, mais les trucs de Kolantes, les trucs des massages, alors ça pour le coup je suis sûr des massages qui avaient eu en cité plutôt, non ouais, mais il y avait eu des gens de Kolantes qui avaient pu intervenir en prison pour faire ça en tôle. Je sais plus c'était où par contre, mais en région parisienne je crois. Et mais il y avait eu aussi un truc d'étudiants et d'étudiantes qui avaient proposé des massages d'un côté un peu spa à des détenus pour changer du quotidien, pour casser du quotidien, à savoir ce sont des bénévoles qui interviennent depuis l'extérieur. L'administration pénitentiaire autorise la venue de ces bénévoles là et en fait c'est gratuit, c'est à dire que l'administration débourse peu ou voire même pas du tout d'argent là-dedans, et après on est en mode l'argent public il est là, on met tout là-dedans pour les prisonniers, pour qu'ils vivent leurs meilleures vacances, etc. Pareil, il y a des années, à l'époque, c'était... vous vous rendez compte, la télé, elle est gratuite pour les détenus, alors que même à l'hôpital, ils la payent, et c'est que du mytho. Et c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un truc où on s'en fout. On la paye bien cher, en plus, la télé, elle est bien chère. En plus, c'est même pas le prix, c'est même pas uniforme, en fait. Il y en a qui payent 40 € là, au mois, il y en a qui payent 10 €. Le téléphone aussi, je crois que c'est bien cher. Le téléphone, c'est du racket. Hyper cher. Et tu payes Bouygues, tu payes des entreprises. C'est vraiment, il y a même pas c'est pas l'État derrière qui a sur ce truc-là. Et enfin bref. Et puis le truc de l'hôtel, je rebondis là-dessus, mais le truc de l'hôtel, à quel moment on se dit qu'enfermer des gens, enfin, on n'est pas à l'hôtel, c'est pas les vacances. Faut arrêter de. Déjà, en plus, mais souvent, quand t'entends parler de ces gens-là, c'est souvent des gens qui se plaignent des petits trucs, tu vois. Pour nous, en fait, on trouve ça risible. Mais oui, parce qu'en fait, c'est tellement dérisoire par rapport à ce que vivent les personnes incarcérées. On est vraiment dans des. Je voudrais pas minimiser le problème des gens,
mais il y a quand même beaucoup plus grave, et parce que quand vous voyez qu'il y a des décès et malheureusement qui s'enchaînent, tu vois, moi je ne rappelle les chiffres, un détenu qui préfère se suicider tous les 3 jours, il y a clairement, voilà, ça dépeint une réalité. Quand tu préfères en finir avec ta vie plutôt que de te battre et trucs, c'est qu'il y a, voilà, c'est que la prison, même si la prison est responsable de ça. Voilà, même si la peine de mort en fait officiellement a été abolie dans notre pays, non, en fait elle est insidieuse. En fait, la peine de mort est toujours en activité dans notre pays. La guillotine qui a été interdite. Mais à petit feu. Voilà, soit des surveillants qui, voilà, je vais pas en dire plus, mais c'est une réalité qui, quand vous arrivez à 15 dans une cellule équipée de la tête aux pieds avec des boucliers, des trucs d'intervention lourds, et que vous n'êtes pas capable de maîtriser sans venir en fait à l'intégrité physique de la personne que vous interpellez, excusez-moi, c'est qu'on veut un petit peu tuer. Hein, ou alors on est très mal formé, ou alors on est vraiment très très con dans sa tête pour frapper trop fort un détenu jusqu'à ce qu'il crève. Pour finir là-dessus, c'est avant qu'on passe à d'autres sujets, moi je peux renvoyer à une pièce de théâtre qui s'appelle Pisser dans l'herbe de Christine Ribailly, qui parle en fait de tout ce qu'elle avait pu subir comme violence suite au fait qu'elle a décidé d'ouvrir sa bouche et de dire non à la violence. Ouais, exactement. Exactement, c'est la bergère, ouais. Mais je renvoie aussi en fait aux lettres de l'infâme sur l'envolée que vous pouvez lire sur internet, même aux lettres en fait des gens qui partagent leur écrit à l'envolée. Je renvoie aussi à une chaîne YouTube qui s'appelle Antipatriarcam, qui est tenue par une personne superbe, qui parle notamment de beaucoup de prisons, de systèmes punitifs, d'autres choses aussi, mais en l'occurrence elle a tout un sujet de vidéo autour du système carcéral et de patriarcat aussi, j'imagine. Et de patriarcat aussi, bien sûr. De toute manière, ça va aussi de pair. La prison étant une micro-société, de toute manière, qui reproduit de manière exacerbée toutes les violences qu'on peut retrouver dans nos mondes. Ça, c'est souvent un truc qui revient souvent en prison avec toutes les personnes qui ont subi l'incarcération. Vous le diront, la prison, c'est un condensé de société, en fait. C'est la société en fois 1000, en fait. Quand vous subissez une injustice, elle est 1000 fois supérieure à celle que vous pouvez subir dehors, parce que vous n'avez pas le même soutien, vous n'avez pas les mêmes aides. T'es isolé. Voilà. Et quand vous subissez la haine, elle est 1000 fois plus condensée aussi, elle est 1000 fois plus puissante. Et puis, quand on subit l'amour, c'est vrai qu'il est 1000 fois plus puissant aussi. Et chut. Incroyable. Je vous propose qu'on avance. Ouais. Et voilà, si vous voulez savoir où vont les thunes de l'État et les thunes qui sont à destination des systèmes pénitentiaires, aujourd'hui on en a un bon exemple, c'est autour du projet narcotrafic. Exactement. Mais quelle transition. Vitesse, tu voulais nous parler de ça, je crois. T'as trouvé un texte sur Insta. Oui, on voulait vous lire un petit texte sur la loi narcotrafic. C'est dur à dire. C'est hyper dur à dire. Des mots très très compliqués pour faire peur. Ouais, c'est du novlangue. Exactement. On t'écoute. Alors, le projet de loi narcotrafic a été discuté en commission la semaine dernière et arrive dans l'hémicycle lundi prochain, c'est-à-dire demain. Ouais, je crois, à l'Assemblée nationale, c'est ça. Voilà. Donc pendant que les médias se déchaînent sur ce sujet, le projet narcotrafic... Entre guillemets. Oui, entre guillemets, exactement. est en train de passer au Parlement. En vrai, ce texte... J'arrive pas à parler. Ce texte ne s'applique pas... Merci. Ce texte ne s'applique pas seulement à la vente de stupéfiants. Il vise à renforcer lourdement les capacités de surveillance du renseignement et de la police judiciaire. C'est l'un des textes les plus répressifs et dangereux de ces dernières années. Cette loi pourrait notamment donner encore plus de pouvoir pour réprimer des actions militantes, et c'est ça qui est vraiment chaud également, même en dehors des affaires de stupes, tout le monde est concerné, j'ai l'impression. Ce qui est abusé, c'est qu'elle est adoptée au Sénat avec l'adhésion des socialistes, donc EPS, on vous fait un petit coucou, les écologistes, Europe Écologie Les Verts, des communistes, et ça devrait être discuté à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un texte de la Quadrature du Net, et la Quadrature du Net appelle à se mobiliser de toute urgence afin d'alerter sur les dangers de ce texte et bousculer les partis de gauche pour qu'ils rejettent ce texte. Si les mesures de surveillance les plus dangereuses ont été supprimées, nous appelons à la prudence. Ces dispositions peuvent toujours être réintroduites, et surtout, l'ensemble de la loi reste très répressive et déséquilibrée. Totalement. Et j'ai envie de rebondir sur un truc qu'on me disait en studio un peu en informel, c'est vraiment ce truc de surveillance. On parlait des JO et on s'y attendait, mais par exemple... Avec la VSA, là. Voilà.
ce truc de en fait la surveillance elle est justifiée là par des stupes, par du entre guillemets narcotrafic et en plus vas-y. Moi j'ai remarqué parce que j'étais incarcéré en fait à ce moment-là, au moment des JO, et c'est vrai que un peu le sentiment nous qu'on a eu en tant que personne condamnée, en tant que détenu, en fait on a noté en fait de manière très significative la baisse en fait de l'accord d'aménagement de peine et de libération en fait on a l'impression que c'était l'idée en fait qu'il voulait nous faire comprendre que en fait il préférait garder en fait sous bonne garde certaines personnes par mesure de sécurité. En fait ils se sont dit c'est vrai qu'on pourrait les faire sortir, mais en fait on va refuser leur aménagement de peine ou leur demande d'aménagement de peine pour les garder en fait verrouillés et après et ça s'est concrétisé après. Bizarrement, après l'événement, il y a eu des sorties en pagaille, donc ça prouve bien que en fait, le sentiment nous qu'on avait en tant que détenus à Meaux, il était bien réel en fait. Donc c'était pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur les JO. En fait, ce que nous on a pu. Peut-être je peux apporter un peu de contexte par rapport aux JO, c'est parce qu'en fait jeudi il y aura une commission mixte c'est écrit paritaire de ce que je vois sur internet, qui va parler de la surveillance algorithmique, parce que je pense que vous avez suivi, ça fait polémique dans les médias qu'il y aurait de la surveillance algorithmique, notamment dans les gares et même dans la rue, je crois, si je me trompe pas, pour un peu détecter les comportements déviants, si quelqu'un n'est pas en mouvement par exemple, il y a plein de trucs qui sont hyper chauds et qui nous font penser par exemple à la Chine. Et comme par hasard on l'avait pas prévu, mais le gouvernement souhaite étendre cette mesure à 3 ans de plus. Bah oui, parce que les JO c'est fini, mais bon, c'est quand même bien pratique la surveillance algorithmique. Utiliser comme prétexte les JO pour faire de la surveillance, tout comme là la loi. En fait on habitue la société à on fait ça en fait, mais c'est que momentané ou que pour eux. Ça ne vous concerne pas, vous inquiétez pas. Et une fois que tout le monde s'y habitue en fait, c'est de la banalisation. Ça généralise et voilà, c'est exactement les mêmes techniques abjectes en fait qu'on veut plus voir tout simplement. Mais c'est comme ça partout, j'ai l'impression. On voit les sagas nazis d'Elon Musk et tout. En vrai, c'est pas forcément un discours politique qui porte, c'est de la banalisation. Plus tu vas nous faire plus tu vas nous habituer à nous faire des merdes comme ça, des rhétoriques fascistes et tout, moins on va réagir en fait. Ça choque moins plus personne. Ça choque plus personne. Ça choque plus personne. C'est ça. C'est comme dire que les prisons c'est le Club Med ou quoi que ce soit. À force de se dire on banalise ça. Totalement d'accord. Crève la tôle. Exactement. Mais pardon, je te coupe, mais en fait on parle de vidéosurveillance algorithmique. Est-ce qu'on a défini un petit peu ce que c'était ? Vite fait. Pardon. On a parlé vite fait que c'était en gros des logiciels, on voit même dans les magasins, c'est privé et public qui s'en équipent pour détecter les comportements déviants. Si tu payes pas tes courses au supermarché, bien sûr ça s'attaque aux pauvres, et tu vas être repéré, il y a une alerte qui va être envoyée au caissier. On en voit de plus en plus, les keufs utilisent ça également pour retrouver des gens avec la reconnaissance faciale. Et en fait on a l'impression juste qu'on a 10 ans de retard sur la Chine, mais que ça va arriver en fait. Il va falloir qu'on s'arme et qu'on prenne tous conscience de ça et qu'on construise des luttes ensemble autonomes. Je vous propose qu'on passe à la suite. Dans le point info, on avait dit qu'on voulait parler de l'attaque de la Free Party par la milice fasciste du Yarl à Rennes. C'était la semaine dernière. C'était samedi soir, je crois. La soirée du 8 mars. Bon, on n'a pas pu en parler du coup à l'émission parce qu'on le répète, on n'a pas pu assurer l'émission de la semaine dernière. Est-ce que tu veux introduire ça ou on a écrit ça avec vitesse ensemble, un petit texte? Après, on vous invite aussi à aller lire le communiqué des organisatrices de cette Free Party qui globalement dit plus en détail ce qu'on comptait dire. On voulait juste mettre un petit résumé. Communiqué qui est disponible sur le compte des assemblées générales rennaises, je crois, assemblée logement, assemblée antifasciste et j'en oublie une, assemblée de Rennes 2, donc université de Rennes. Tout à fait. Donc ce qu'on voulait dire, c'était que le Yarl, c'est un influenceur qui fait du nettoyage racial devant sa boîte de nuit, notamment contre des MNA, donc des mineurs non accompagnés. C'est un TikToker en fait. Oui, c'est ça, il fait des vidéos sur TikTok, YouTube. D'extrême droite. Oui, et on le ramène, il est ouvertement raciste, ancien CRS, et il est pote avec Zemmour, adhérent à Reconquête. Des super copains quoi. Ouais, il est super pote. Donc
Ce qu'on voulait dire, c'est que cette soirée, elle s'est fait dépolitiser par pas mal de médias français. Parce que c'était quoi? C'était une free party, c'est ça? En fait, ouais, c'était plus... l'idée, c'était de faire de la fête libre, faire une fête libre populaire. L'idée, c'était de se réapproprier le quartier Colombier à Rennes. De ouf. Pour les personnes qui connaissent. Parce qu'il y a un vrai contexte de gentrification. En vrai, ça fait 10 ans qu'on le dit, hein, la fête, que ça soit dans les bars ou même la fête libre, c'est-à-dire les gens qui font la fête dans la rue, c'est constamment, on peut le voir sur les vidéos sur YouTube, c'est réprimé de ouf. De ouf. Et du coup, je crois qu'il y avait vraiment une vision politique à travers ça, de dire, il y a le projet Euro-Rennes, peut-être qu'on peut en parler. Ouais, carrément. C'est un projet de gentrification globalement, pour les personnes qui voient Rennes, de la gare à l'hypercentre. Même plus grand, je crois, hein. Jusqu'au BAM, jusqu'à Crenay, au Mabiret, je crois. C'est vraiment le but, c'est de gentrifier tout le quartier, tout centre-ville. Voilà, c'est d'appeler des entreprises et des hôtels, des entreprises de services, ouais, de ouf. Pas mal de choses pour gentrifier tout ça et donc là c'est et virer les pauvres en fait. Exactement, c'est des intérêts économiques. Le principe de la gentrification. Voilà, oui, pardon, on n'a pas défini gentrification. C'est vrai que c'est un mot compliqué. Mais tu rachètes, excuse-moi, je te coupe. Hein, tu rachètes des terrains qui habituellement sont plutôt placés dans des quartiers populaires qui du coup ont moins de valeur. Des promoteurs immobiliers rachètent ces terrains, rachètent ces immeubles. Des entreprises vraiment privées. Bien sûr, c'est aussi aidé, accompagné par les mairies, les différentes communes, etc. Et le but, c'est soit de raser, soit de réhabiliter ces lieux-là pour que derrière, ils puissent être réinvestis par des gens qui ont plus de thunes que les prolos, que eux et elles plutôt, on va aller dégager à la périphérie des villes, voire même dans d'autres villes. Et je trouve que ça prend tout son sens, notamment à Rennes, dans le sens où on a construit des nouvelles lignes de métro, on a mis des thunes en fait de services publics à destination de la population, et en fait les plus démunis vont encore être éloignés de ces choses-là, encore plus être enclavés dans leur terrain. Tout ça, c'est le principe de la gentrification qui nous vient des États-Unis. Totalement. Et ça vient aussi pas mal avec l'idée de spéculation. Donc spéculer, c'est pour dire que t'as un bureau qui va être acheté, et plus ça va avec le temps, plus il va prendre de la valeur en termes de thunes, quoi. Il va être plus cher. C'est de la prédiction en fait de prise de valeur de biens du marché. Et donc ça sent que dans un contexte de galère immobilière pour des logements, donc ce que tu disais tout à l'heure, les gens ils galèrent à se loger, les pauvres ils sont en périphérie et après on parle de violence dans les quartiers, mais bon, on explique que les pauvres, on les met en dehors, on les met tous ensemble. Comme dans un zoo à Moëtier, c'est trop bien. Voilà. Ouf, exactement. Donc voilà, on s'est perdu dans la gentrification, mais du coup, la fête, elle a eu lieu dans un contexte de gentrification, donc quartier Colombier, et voilà, et c'est je sais plus quoi dire. Ouais, c'est totalement. Et puis on peut le voir sur les historiques sur internet, hein, et, de plus en plus, du coup, la gentrification, c'est quoi? C'est laisser place aux bourgeois. Donc mettre du son très fort la nuit, toute la nuit pour taper du pied entre classes populaires, ça plaît pas trop à la mairie, ça plaît pas trop non plus à notre mairesse du Parti Socialiste. On lui fait un petit coucou, cette connasse. Manière les bourgeois, il y a pas grand chose, tout les dérange de manière. Exactement. Ouais. Et on aimerait rappeler du coup que la justice, elle sera jamais de notre côté. Il y a eu beaucoup de rhétorique de on va porter plainte contre le Yarl qui a gazé justement à l'intérieur de cette free party, qui a fait des cris d'étranglement, qui est arrivé, qui a volé des bigots. Qui a volé des bigots, exactement, pour effacer les preuves. On va porter plainte, on va fermer sa boîte, mais en fait, nous, c'est pas du tout ça qu'on veut. On a quasiment plus aucun lieu pour faire la fête la nuit. On se fait chasser du centre. On est obligé d'aller dans des apparts miteux, dans des mini-apparts. On peut même plus faire la fête ensemble. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas non plus alimenter une enquête de police, parce que ça va tomber sur qui? Sur les organisateurs, les organisatrices. Clairement, ils vont pas enquêter que la milice d'extrême droite. Bien sûr, en fait, c'est ça le truc. C'est que ça va tomber sur des militants de militantes et. C'est mal de faire la fête. Ouais, c'est mal de faire la fête. Ça fait trop de bruit. Trop mal. Non, mais oui, en fait, c'est ça, c'est que l'enquête judiciaire. On n'a pas le droit de prendre du plaisir et de partager entre amis, ou là, on n'a pas le droit de mettre de la musique. En fait, on devrait vivre dans une société où tout est plat. Donc je pense qu'on peut appeler également, comme ça a été fait au boycott du 1988
de la boîte de nuit 1988, qui est clairement qui se revendique facho. Peu importe leur communiqué de presse, on sait très bien, et ça fait des années que ça dure, qu'ils font du nettoyage racial, ils tapent sur les minorités, et notamment sur les Noirs et les Arabes, on peut dire les termes. Donc, voilà. Mais ouais, en fait, pourquoi l'enquête judiciaire, c'est pas une solution ? Parce qu'on pourrait se dire, ah ouais, super, il y a des gens qui veulent faire fermer le 8-8 et avec cette enquête judiciaire. Ok, on pourrait se dire ok, je pense que ça part d'une bonne intention de la majorité des gens, en fait, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on veut expliquer ça, c'est que cette enquête, donc comme on disait, ça va tomber sur d'autres personnes, les organisatrices, et il faut pas trouver les trucs, quoi. Ouais, de ouf. Faut pas, comment dire, la justice, elle est pas de notre côté. Ouais. C'est ça le truc. Elle sera jamais de notre côté. Donc alimenter une enquête, ça va pas nous aider, ça va aider des personnes, et je suis pas sûre que ce soit le Yarl qui soit emprisonné, et encore une fois, nous on est anti-car, donc enfermer des gens, voilà. Non. Globalement, non. Voilà. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas parce que quelqu'un, c'était toi Norman qui voulait parler de Juliette Begelman qui vient bientôt en studio. Ah oui, c'est vrai que je me permets aussi de c'est Begelman, pardon. Begelman, oui, c'est vrai, Begelman. Je me permets aussi, on en a parlé beaucoup entre nous en équipe, et j'ai eu des contacts avec Juliette qui m'a dit en fait par mail qu'elle ne pourrait pas en fait intervenir à la date qu'on avait convenue ensemble et qu'on avait fixée. Je crois que c'est le 19 mars, je sais plus. Ouais, mais ça c'est pas, je trouve que c'est pas tant grave dans le sens où voilà, on va s'organiser de notre côté. Voilà, elle nous a prévenu que en fait elle était très très prise et que ça se ferait plutôt début avril. Donc ça vous laisse en fait un temps supplémentaire pour nous joindre poser vos questions en fait. Ouais, voilà, par rapport à l'adresse que vous connaissez maintenant, le 6 cours des Alliés, 35 200 Rennes, le Facebook, 94 degrés à l'ombre, le Proton Mail. Ouais, n'hésitez pas à faire sortir les infos, à nous contacter. Si vous avez des questions juridiques relatives aux droits des personnes incarcérées, si vous vous posez, est-ce qu'ils ont droit ? Est-ce que c'est possible ? Et si vous voulez défendre quelque chose qui vous arrive en détention mais que vous ne savez pas vous y prendre, envoyez-nous cela selon les manières que je viens de vous évoquer, et Juliette se fera un plaisir en fait elle d'intervenir à la radio et de détailler en fait quels sont les recours et puis les textes de loi qui peuvent vous venir en aide. Voilà. Carrément. Et donc n'hésitez pas à poser les questions. Et ça sera, son intervention se fera en avril, début avril, on vous redira de toute façon. On reprécisera. Dimanche prochain, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Moi, je voulais juste rebondir, mais c'est juste une info, on va pas forcément épiloguer dessus. Tenir au courant qu'il y a eu, je crois que c'était la semaine dernière, il y a eu une manif de l'Assemblée Générale de Rennes 2, donc des étudiants, qui parlaient d'austérité et qui dénonçaient ça, et justement qui faisaient le tour des facs à Rennes. Il y a eu je crois, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a eu des militants d'extrême droite qui ont fait des saluts nazis, du coup qui se sont fait un peu remettre à leur place, et donc je voulais informer un peu les gens qu'il y a eu des arrestations de camarades de gauche qui justement leur ont fait un peu peur, ont rééquilibré un peu le rapport de force. Pardon. Et du coup qui je crois qui ont écopé de peine, je suis pas sûr, on vous tiendra au courant de tout ça, mais en tout cas c'est fou quand même de savoir que la justice protégera toujours des gens qui sont ouvertement nazis ou néo-nazis, si on peut le dire. Également, on avait une date importante à communiquer. C'est ça, déjà on appelle à manifester samedi 22, donc samedi prochain, pour une manif antiraciste, déjà. Voilà, important. À Rennes, à 14h à République. Voilà. Et en plus de ça, le dimanche, du coup le lendemain, y a un groupe de parole qui est organisé par le collectif SPAR, soutien psy anti-répression à Rennes et alentours. Wow, c'est ça. Dur. Je l'ai sous les yeux, je suis en mode là. Et donc dimanche 23 mars. Vous pouvez, c'est gratuit et sur inscription par mail. Du coup, le mail est le suivant: spar@riseup.net, spar@riseup.net. Voilà, n'hésitez pas, le 23 mars. Je crois qu'on est pas mal sur le point info. Ouais. Est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient rajouter des choses? Bon, on me dit qu'il faut avancer. Voilà. On n'avait pas à réserver les studios pour cette heure-là. Pardon, j'ai plus de voix. Je suis en train de tousser. Ouais.
Mais ouais, bah en tout cas, force à vous. Et fuck le Heps. Exactement. Crève la tôle. Exactement, tout ça, quoi. On nique tout. On vous fait des gros bisous. Il y a Gaspard qui est en train de suffoquer. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce format de podcast. Ouais. Carrément. Voilà, on prend toutes partager, les critiques. C'est un peu en impro là. Ouais. On tente. Merci de nous avoir écoutés. Merci Ouais. beaucoup à vous d'avoir travaillé ces sujets d'émission. C'est un plaisir de pouvoir faire ça avec vous. C'est un plaisir aussi de savoir que notre émission elle a du sens pour vous. Prenez soin de vous, soutenez-vous. On l'a déjà dit pendant l'émission, mais en fait, les actions, la lutte collective, elle a beaucoup plus de poids et elle permet aussi de se protéger, même si on fait face à parfois plus de répression. Mais c'est pas étonnant. Et on est ensemble. On est ensemble. Ouais. Voilà. Si vous avez besoin de discuter, on est là aussi. On vous embrasse fort. Gros bisous. Dit à la semaine Force et prochaine. courage. Big up. À dimanche prochain. À dimanche prochain. À dimanche. Salut les petits loups.